Les orthophonistes sont en force cet après-midi puisque je suis également orthophoniste et je pratique la médiation équine depuis maintenant 3 ans. C'est venu comme séance complémentaire des séances que je peux proposer à mon cabinet. Et c'est en créant la Clé du langage, une association en lien avec une enseignante d'équitation adaptée, Julie Lerat, qui est devant son écran certainement cet après-midi. C'est ensemble qu'on a créé la Clé du langage pour pouvoir aider davantage certains de mes patients. Alors effectivement, quand on pense orthophonie, on pense communication. Sophie vient très très justement de le présenter. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à la clé du langage présentant des troubles de la communication, mais pas seulement. Et je voulais vous présenter une autre indication de la médiation équine comme prise en charge, notamment dans les troubles alimentaires pédiatriques. Alors les troubles pédiatriques sont assez méconnus du grand public et même de certains médecins, pour être très très clair aujourd'hui, même si ça fait partie du champ de compétences des orthophonistes depuis maintenant plusieurs années. Dans la nomenclature, ça n'apparaît que depuis 2018. Malgré tout, les troubles de l'alimentation sont présents depuis de longues années, et pour ceux qui ont eu la chance de côtoyer des petits loulous dans l'alimentation, c'est jamais très simple. Lorsque survient une difficulté et qu'on s'adresse à un médecin, on a encore des réponses du type ah, votre enfant refuse de manger, eh bien arrêtez de lui céder, il vous fait des caprices, il finira bien par manger. Bon, ce sont des enfants pour lesquels ça ne va pas se passer aussi simplement, et les familles sont vraiment à ce moment-là en proie à des angoisses excessivement justifié. Alors, au niveau du trouble de l'oralité alimentaire, eh bien, il y a une pluralité de classifications et de dénominations qui rendent difficile l'élaboration d'un consensus, mais on peut dire que le trouble de l'oralité alimentaire, c'est l'ensemble des difficultés d'alimentation par voie orale. Alors, on peut entendre fréquemment soit trouble de l'oralité alimentaire. On peut également trouver syndrome de dysoralité sensorielle. Et puis, depuis 2019, on a une nouvelle terminologie qui va regrouper et uniformiser un peu le diagnostic de ce trouble. Et il s'agit de Pediatric Feeding Disorder. Euh, il faut bien faire la différence entre ce qu'on va dénommer le trouble de l'oralité alimentaire et tout ce qui va être trouble de l'alimentation en lien avec la perturbation de l'image corporelle. Je pense bien sûr à l'anorexie qui ne rentrera pas dans la dénomination du trouble de l'oralité alimentaire. Alors, concernant la prévalence, c'est encore très difficile aujourd'hui d'avoir un chiffre très fiable puisque ça va dépendre soit des pays et soit des études. Mais pour la France, dans les chiffres que j'ai pu lire encore dernièrement, on estime que 25% d'enfants en bas âge consultent pour des difficultés d'alimentation. Alors, 25% d'enfants, c'est beaucoup. Maintenant, ils ne présentent pas tous, bien évidemment, un trouble de l'oralité alimentaire. Et c'est là que il va être important d'avancer avec les familles dans un diagnostic différentiel. Les familles qui consultent pour des plaintes très différentes. Ce sont des familles qui peuvent expliquer que les quantités alimentaires, les prises alimentaires de leur enfant elles sont vraiment trop insuffisantes, ou alors que le repas dure vraiment beaucoup trop longtemps. On a des familles qui peuvent nous dire que l'enfant va rester assis sur sa chaise pendant 1 heure avant de pouvoir avaler un tout petit bout de son assiette. Pour d'autres enfants, on va avoir un réflexe nauséeux. Alors le réflexe nauséeux, qui est quelque chose qui est nécessaire, hein, puisqu'il protège les voies aériennes lorsque on a un aliment qui voudrait passer du mauvais côté. Sauf que ce réflexe nauséeux est trop prégnant, et chaque fois qu'un aliment rentre en bouche, eh bien, il ressort spontanément. Donc ça fait partie des manifestations dont les parents évoquent fréquemment.
l'absence de plaisir, le refus des aliments nouveaux, le refus des morceaux et les troubles de la déglutition. Donc, les plaintes sont vraiment très diverses et il faut aller écouter longuement ces familles pour ne pas passer à côté de quelque chose de vraiment important. Concernant les étiologies, eh bien, ce trouble est complexe et les étiologies il existe des étiologies. Alors, vous avez un trouble d'oralité alimentaire qui peut prendre une origine organique. Alors, je ne vais pas tout vous définir, mais ça peut être dans certaines pathologies digestives, dans certains syndromes génétiques. Par exemple, on pense au syndrome de Willy-Prader. On peut avoir une étiologie neurologique dans certaines encéphalopathies congénitales. On peut avoir des origines également post-traumatiques. Euh, certains, certains petits loulous vont très rapidement avoir recours à une nutrition artificielle avec des sondes. Et bien, tout ceci peut laisser un vrai traumatisme qui va venir entacher et enrayer le processus d'alimentation orale. Mais ça peut être encore un traumatisme chirurgical ou encore un traitement médicamenteux. Voilà, donc ça c'est pour les origines post-traumatiques. Concernant les origines psychogènes, eh bien, si l'on imagine que le temps de repas devient un temps conflictuel, qui ne se passe pas bien, lié à qui génère certaines angoisses au niveau des familles, eh bien, il va y avoir un retentissement sur toute la sphère familiale et on va avoir un cercle vicieux secondaire qui va venir s'installer et qui va créer davantage du trouble là où il y a déjà un trouble. Et enfin, la dernière étiologie, celle qui va concentrer nos observations aujourd'hui, c'est l'origine sensorielle. Catherine Sénez parlait de syndrome de dysoralité alimentaire. Et ce trouble d'origine sensorielle, c'est un trouble qui est lié à un fonctionnement sensoriel atypique. Euh, donc avec des manifestations chez certains enfants, soit de l'ordre d'une hypersensorialité ou d'une hyposensorialité. Alors, deux petites images pour illustrer ce trouble d'origine sensorielle. Vous imaginez présenter un gâteau à un enfant et il va avoir une réaction aussi vive que si vous lui mettiez sous les yeux une assiette avec voilà, de gros verres. Bon, personnellement, je préfère avoir le gâteau au chocolat. Je ne pense pas que ma réaction soit la même avec une assiette de gros verres. La réaction de l'enfant est tout à fait disproportionnée par rapport à ce qu'il peut voir. Et de la même manière, ce sont des enfants qui, en dehors du contexte alimentaire, lorsqu'ils vont par exemple mettre les pieds dans le sable, vont manifester des peurs paniques, vont hurler, vont se mettre à vraiment être complètement inconsolables. Et ces familles sont souvent déroutées des réactions de leurs enfants et surtout ne comprennent pas ce qui peut se passer. Donc on a des réactions d'hypersensorialité. Le temps du repas étant un acte multisensoriel, on imagine bien qu'un enfant ayant des difficultés pour aller toucher, pour aller observer, pour aller sentir une odeur, ça sera impossible pour lui de mettre l'aliment dans sa bouche. Aujourd'hui, les prises en charge pour ces enfants, dans les prises en charge classiques, les orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens et puis psychologues ou psychiatres prennent en charge ces petits patients à leur cabinet. Alors, il existe tout un tas de pratiques, beaucoup de guidance parentale. Je rejoins Sophie également. L'importance d'accompagner ces familles, de les aider à mieux comprendre et d'accompagner aussi au quotidien pour que ces temps-là ne deviennent plus. Et puis les repas, c'est 4 fois par jour. Donc, un repas qui ne se passe pas bien, c'est 4 fois par jour, tous les jours. Mais il me manquait un maillon essentiel parce que si dans ma pratique je pouvais proposer ce que j'appelle des ateliers patouilles à mon cabinet, alors avec
des boîtes sensorielles un peu différentes, des boîtes avec des odeurs, des boîtes avec du toucher. Il m'a paru beaucoup plus intéressant de proposer des séances complémentaires en médiation équine pour aller agir sur les troubles de l'intégration et de la modulation sensorielle. Euh, donc, l'objectif thérapeutique dans ces séances-là est en double, à savoir le travail sur la modulation sensorielle et tout le travail également sur l'obtention des bénéfices secondaires comme augmentation de la motivation, puisque on sait que les apprentissages vont perdurer s'ils se font avec une notion de plaisir. Donc, si l'enfant est mis dans un état de plaisir, on va pouvoir progresser beaucoup plus vite. Donc c'est comme ça que j'ai accompagné ces petits patients, parfois très très jeunes, au centre équestre. Ceci a donné, on va dire, naissance à un mémoire. Donc c'est Alexandre Dubo qui est orthophoniste maintenant, là depuis peu, qui a mené cette étude au centre équestre sous ma direction ainsi que celle d'Emmanuel Prudon. Et elle a, pour sa dernière année d'études en orthophonie, travaillé sur la sensorialité dans les troubles alimentaires pédiatriques et l'apport de la prise en soin orthophonique assistée par le cheval. Donc c'est cette étude clinique, j'insiste bien sur le terme clinique, que je vous expose maintenant. On est parti d'un constat et de deux hypothèses. C'est que aujourd'hui, pour la prise en charge des troubles de l'oralité alimentaire, on ne peut avancer dans cette prise en charge sans prendre en compte les troubles de la sensorialité. Alors, ça ne veut pas dire que travailler les troubles de la sensorialité seuls vont faire avancer et vont réduire définitivement les troubles de l'oralité alimentaire. Il faudra malgré tout une prise en charge plus classique au niveau de l'alimentation et un accompagnement familial. Mais cette prise en compte de la sensorialité dans les troubles de l'oralité alimentaire, ajoutée aux bienfaits reconnus du cheval sur la sensorialité, nous a permis de mettre en place cette étude. Nous sommes donc partis sur deux hypothèses. La première étant, la médiation équine agit-elle sur la sensorialité de l'enfant? Et la deuxième hypothèse, les parents mettent-ils en lien les effets de cette médiation équine avec l'évolution du comportement alimentaire de leur enfant? Parce que l'intérêt, c'est que cela bouge au quotidien dans leur vie de tous les jours. Au niveau de la méthodologie, l'échantillon est effectivement très restreint. C'est pour ça que je vous parlais d'une étude clinique. 4 enfants ont pu être observés. Ils présentent tous un trouble de l'oralité alimentaire avec des difficultés sensorielles. Et pour certains, il y avait des troubles associés, type trouble du spectre de l'autisme, mais pas nécessairement chez tous les enfants. Le plus jeune était âgé de 2 ans, 6 mois et le plus âgé, 5 ans. On a observé ces enfants qui ont été répartis en deux groupes, puisque dans le premier groupe, on avait 2 enfants qui débutaient cette thérapie complémentaire en médiation équine. Et dans le deuxième groupe, 2 enfants bénéficiaient de cette thérapie depuis plus d'1 an, ce qui nous permettait une approche on va dire, à long terme, longitudinal, et qui nous permettait d'aller voir les effets dans le temps de cette médiation équine. Donc, les observations ont été recueillies tout au long de ces 2 années. Les enfants venaient pour la plupart une fois par semaine, mais pour des raisons financières, certains ne venaient qu'une fois par mois. Parallèlement, toutes ces séances ont été réalisées en présence de la famille, parce que l'accompagnement familial, on l'évoquait, c'est un maillon essentiel. En tant que thérapeute, on voit l'enfant une fois par semaine, une fois par mois, mais il faut qu'au quotidien, les choses bougent. Donc, c'est en lien avec les familles, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est en lien avec les familles que l'on peut avancer. Et comme je le précisais, c'était vraiment une thérapie complémentaire. Tous les enfants présentaient par ailleurs un suivi orthophonique classique
centrée sur l'alimentation, l'approche sur les différentes textures pour accepter soit les purées, soit les morceaux, selon les spécificités qu'ils présentaient. Pour pouvoir aller répondre à nos deux hypothèses, nous avions deux outils à notre disposition. L'un centré sur l'alimentation, autour de la sphère sensorielle, donc le questionnaire de la sphère sensorielle de l'alimentation de Tessier. Ce questionnaire était rempli par les familles et servait de point d'appui pour les entretiens. Donc ça nous permettait d'avoir un questionnaire rempli au début de la prise en charge, puis ensuite le même questionnaire était rempli à la fin des séances. Et pour les séances de médiation équine, on avait une grille qualitative d'observation de la sensorialité. Tous ces enfants bénéficiaient de 10 séances de 45 minutes par enfant. Au niveau des résultats, les deux hypothèses ont été en partie vérifiées. La première hypothèse, c'est qu'effectivement, la thérapie orthophonique en médiation équine a agi sur la sensorialité des 4 enfants. Et puis concernant l'hypothèse 2, rappelez-vous sur l'observation des parents et le lien qu'ils pouvaient faire entre les séances de médiation équine et les progrès alimentaires, eh bien 3 familles sur 4 ont mis spontanément en adéquation l'évolution du comportement alimentaire de l'enfant avec les progrès réalisés en médiation équine. On a eu des observations cliniques, qualitatives excessivement intéressantes, puisque certains des enfants présents, les tout petits, avaient des profils hyper réactifs, c'est-à-dire que je pense notamment à un tout petit patient qui, le premier jour où il est arrivé au centre équestre, il n'a pas pu quitter les bras de sa maman car il ne pouvait pas marcher sur le sol. Il avait plu, le sol était boueux, le simple regard sur le sol boueux n'était pas tolérable pour lui. Il a déclenché une crise importante. Donc, vous imaginez bien que de là à aller caresser le poney, il nous restait quand même pas mal de choses à faire. Donc, pour ces enfants présentant un profil hyper réactif, eh bien, les conduites d'évitement se sont très très nettement atténuées au fil des séances. En parallèle, leur comportement alimentaire a également progressé avec une généralisation plus ou moins rapide selon les enfants. Ce qui a pu être constaté... 5 minutes encore, Sandrine? Pardon. Oui, c'est très vite, il n'y a pas de souci. Désolée. Problème. Ce qui a été constaté également, c'est que les progrès constatés en médiation équine se sont retrouvés en situation plus écologique. C'est-à-dire que les enfants ont pu transposer au niveau du domicile, à la cantine, à l'école, dans leurs apprentissages, les progrès qu'ils avaient pu mettre en œuvre en séance. L'observation à plus long terme du groupe 2 a permis également de pointer la durabilité des évolutions et de voir que malgré l'espacement des séances, on avait des choses qui duraient dans la vie de ces enfants. Alors, dans les progrès observés, rapidement, mais vous aurez la diapositive, on avait soit la capacité d'aller caresser le poney ou ensuite d'être à poney, et puis sur le plan de l'oralité et des troubles de l'alimentation, pour certains, la progression, c'était d'accepter de goûter certaines textures ou alors le passage des morceaux avec une mastication plus soutenue. Pour les perspectives, eh bien, on est bien conscient que cette étude avait un échantillon bien trop restreint pour en faire une généralisation. Là encore, la médiation équine, elle est soumise à plusieurs contraintes. Il y a l'aspect financier qui peut freiner certaines familles et les contraintes d'accessibilité. Malgré cela, cette étude nous a permis d'avancer sur deux sujets très actuels, les troubles de la sensorialité et leurs conséquences. Alors, on l'a vu précédemment avec les troubles TSA, mais ici, c'est les troubles de l'oralité alimentaire et le développement de la médiation équine thérapeutique en tant que thérapie complémentaire. L'importance de la prise en charge précoce, voilà, on ne pourra pas le développer aujourd'hui, l'accompagnement familial
et la mise en commun des compétences mutuelles, puisque tout ceci se fait en partenariat entre le thérapeute que je représentais et le moniteur d'équitation adaptée. Et c'est ce binôme-là qui permet d'être complètement disponible pour le réajustement auprès de l'enfant. Pour terminer, je pense qu'il est important d'avoir une réflexion collective, de continuer le travail de la mise en réseau des partenaires de santé, des médecins, des pédiatres, des organismes de santé pour faire reconnaître les bienfaits de la médiation équine thérapeutique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis quelques références si vous souhaitez aller un peu plus loin dans les lectures.